Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct reçoit aujourd'hui M. Abdelhakim Soufi, président directeur général de Massirvi. Monsieur Soufi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Alors, nous rentrons avec Hassan Haddouche qui nous accompagne toujours dans l'invité du direct. Voilà, on a fait le tour un peu de l'actualité macroéconomique dans le mois de septembre. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont les entreprises et les secteurs d'activité qui génèrent de la richesse. Nous avons commencé par les services, par l'assurance, parce qu'il nous paraît important, dans le contexte d'aujourd'hui, de parler de ce secteur-là. Monsieur Soufi, est-ce que Massirvi a vécu une année 2015, on est au 9e mois, on commence à avoir les tendances, une année 2015 de bonne qualité? Alors écoutez, effectivement, nous avons passé une année qui est relativement intéressante, dans le sens où on a fait quand même, on peut désormais dessiner les contours des comptes de clôture. On est à peu près à 27% de croissance par rapport à l'année dernière à la même période. Ah, nous ne recevons pas toujours des chefs d'entreprise qui nous déclinent d'aussi beaux résultats. Oui, non, parce que actuellement, ce qu'on fait, c'est que nous avons un système en interne qui fait qu'on fait des bilans trimestriels. Et de toutes les façons, on est obligé aussi de le faire parce qu'on envoie certains chiffres qui sont des chiffres essentiels pour la statistique au niveau du ministère. Donc on en profite aussi pour avoir, nous, en interne, notre niveau de production en termes de chiffre d'affaires, en termes de sinistralité, etc., qui sont les deux points les plus importants pour nous en règle générale. Alors vous êtes sur une activité relativement jeune, on va en reparler dans un moment. Qu'est-ce qui a tiré la croissance de votre chiffre d'affaires en 2015 ? Alors, maintenant ça fait 4 ans qu'on existe. Les 3 premières années ont été marquées par une évolution croissante de l'assurance voyage, qui représentait à peu près 55% de notre portefeuille. Puis par la suite, l'année dernière, nous avions décidé d'aller sur l'assurance groupe et de concentrer nos efforts, ou du moins ceux des commerciaux et de l'ensemble du réseau, sur l'assurance groupe, qui est un produit dont la maturation est très longue. Et depuis l'année dernière, on commence à voir les résultats et la garantie assurance groupe commence à croître. Donc on commence à avoir un portefeuille qui est quand même assez homogène, puisque l'assurance voyage aujourd'hui ne représente que 48% de notre portefeuille à peu près. Donc vous êtes bien content d'avoir fait baisser la part de l'assurance voyage dans votre portefeuille? Ça veut dire que vous êtes en train de vous diversifier? Absolument, et il est de notre devoir en tant qu'opérateur économique d'avoir un portefeuille qui soit homogène. Et qui ne risque pas d'être déséquilibré si une des branches connaît une décroissance importante pour quelque raison que ce soit. Pour nos auditeurs, pour bien comprendre, vous diriez que l'assurance voyage s'adresse aux particuliers, c'est un peu au grand public, et puis l'assurance groupe, c'est du corporate, c'est du démarchage. Ah oui, c'est du B2B. C'est absolument du B2B dans le sens où on fait appel à la conscience du chef d'entreprise qui doit réagir en tant que, entre guillemets, bon père de famille pour l'ensemble de la collectivité qu'il gère, c'est-à-dire des collaborateurs qu'il a à son niveau. Et puis, il faut comprendre que l'assurance groupe peut être qualifiée davantage en nature. C'est-à-dire que la ressource humaine est très difficile à trouver. Il y a une vraie problématique de ressources humaines en Algérie. Et lorsque vous la trouvez, vous devez de la garder, de la fidéliser. Pour la fidéliser, un des éléments, un des avantages en nature que vous pouvez donner à votre collaborateur que vous considérez comme bon et que vous voulez fidéliser, c'est l'assurance groupe. Pourquoi ? Parce que ça le couvre pour les accidents de la vie, ça couvre aussi sa famille en cas de problème médical, d'hospitalisation, etc. Donc vraiment, c'est un produit qui défend l'intérêt et l'intégrité physique et financier, bien évidemment, de l'individu. 27% de croissance, c'est une croissance beaucoup plus élevée que celle de la moyenne du secteur. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi performant ? Parce qu'on est très percutant au niveau marketing. Marketing, hein. Vous Oui. pensez que la stratégie marketing de Massirvi est à l'origine de ces... Ah oui, absolument, parce que évidemment, il y a le marketing, mais derrière, il y a aussi le réseau à qui je veux rendre hommage, à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui travaillent d'arrache-pied au niveau du réseau. C'est quand même 133 agences réparties
à travers tout le territoire national sur 48 wilayas qui travaillent d'arrache-pied en exclusivité pour l'enseigne Massir. C'est un réseau qui appartient à l'ASIAR, que nous utilisons parce que l'ASIAR est notre maison mère. Et on en est ravis. Et donc, je me dois de féliciter effectivement le travail de toutes ces personnes-là. Maintenant, le marketing aussi. Pourquoi ? Parce que c'est des produits qui se vendent et qui ne s'achètent pas. Faut pas oublier, vous l'avez bien dit, faut pas oublier que c'est un produit qui est relativement jeune, une activité qui est relativement jeune. Et comme toute chose qui vient d'arriver, il faut informer, il faut vulgariser. Et bon, il y avait des clivages un peu religieux. Il y avait une polémique sur les clivages religieux, mais qui n'a vraiment pas vu le jour. Je l'ai pas senti. Il y avait beaucoup de monde qui parlait de ça, mais en fait, il n'y avait pas de clivage religieux. Alors, on peut dire un mot de clivage religieux. C'est-à-dire, il y a une posture qui existe, qui est un peu différente de celle qu'il y a vis-à-vis du taux d'intérêt, qui consiste à dire si on assure l'avenir, c'est parce que c'est pas du domaine de l'humain, et à ce moment-là, il faut pas s'assurer parce qu'on est dans l'illicite. Absolument. Sauf que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, surtout في هذا اليوم العظيم اللي هو وقفة عرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن مذكورة تعاونوا على البر والتقوى. C'est-à-dire, aidez-vous les uns les autres. Nous, on s'inscrit dans ce domaine-là. On n'est ni takaful, ni autre chose, mais on s'intègre dans le fait que nous intervenons au sein des familles pour le particulier ou dans le cadre des assurances groupes vis-à-vis des entreprises. On intervient en tant que partenaire financier au cas où quelqu'un aurait une difficulté. Il paye une prime qui n'est en rien un intérêt ou quelque chose du genre, et on intervient en cas de sinistre. Je veux dire, je ne pense pas que ça ait une image différente que celle d'un frère qui aide un autre frère. Oui. Alors, puisque vous misez sur un marketing percutant, elle se décline comment votre stratégie de marketing ? Nous sommes sur au départ, nous avons fait comme toute bonne compagnie fait. C'est-à-dire qu'on va sur l'affichage urbain, l'affichage sur les bus. En règle générale, c'est tout ce qui est visualisation et campagne institutionnelle. Ensuite, on est allé sur des campagnes produits. Et ensuite, on a bien compris qu'il fallait négocier notre virage numérique. Et cette année, nous nous sommes vraiment impliqués sur les réseaux sociaux, donc le web, le 2.0. Donc là, actuellement, on est la plus forte communauté assurantielle sur Facebook. On a dépassé les 105 000 fans qui sont des vrais fans. Je tiens à le préciser, ce sont pas des fans que nous avons achetés en Inde ou ce genre de choses. Non, ce sont de vrais fans algériens. 100 000 fans, 200 000 fans. 105 000. 105 000. Donc, on est à plus de 105 000. Vous interagissez avec votre communauté sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, nous avons ouvert une chaîne YouTube, on est bientôt sur LinkedIn. On a fait des jeux concours qui ont super bien fonctionné, qui ont très bien fonctionné sur Facebook. On est qu'au balbutiement, on n'a rien fait encore au jour d'aujourd'hui en ce qui nous concerne. Mais le web est une donne extrêmement importante parce que nous sommes 11 millions d'internautes en Algérie, 7 millions de détenteurs de 3G à peu près. Et donc, à partir du moment que vous considérez, que vous comprenez que le mobile est maintenant devenu l'extension de la main de l'homme, vous rentrez chez les gens et vous intervenez et vous devenez indispensable. Parce qu'en fait, le process est de devenir indispensable pour la clientèle algérienne. Donc le marketing c'est important, mais ça suffit pas, il faut du contenu. Donc on vous attend sur les nouveaux produits. Les nouveaux produits, c'est quoi les nouveaux produits ? Au jour d'aujourd'hui, nous avons des produits à forte valeur ajoutée qui viennent en appui aux produits classiques. Donc aujourd'hui, nous avons un panel de 10 voire 12 produits pour lesquels nous sommes autorisés à travailler. C'est-à-dire que nous commercialisons à peu près une douzaine de produits, mais en réalité, de manière factuelle, nous n'intervenons que sur 3 produits, c'est-à-dire l'assurance voyage, l'assurance groupe et la temporaire ODC. La temporaire ODC, pour que les auditeurs comprennent, c'est tout ce qui est crédit immobilier ou crédit bientôt à la consommation qui sont octroyés par les banques au profit des clients. Les banques demandent des garanties. Une des garanties, c'est l'assurance décès qui viendrait en cas donc évidemment de décès ou à tous ceux qui nous entendent et tous ceux qui sont nos clients et qui seraient nos futurs clients dans ce domaine-là. Ce capital viendrait payer
le restant dû d'un crédit d'un client en cas de survenance de ce sinistre. Monsieur Soufi, on va revenir, parce que ce n'était pas prévu de parler aussitôt des produits, d'aller dans le détail des produits, mais on va revenir sur vos produits et sur les marges de développement de ces produits-là. Mais puisque vous évoquez l'assurance, la garantie des crédits, est-ce que le fait que Massirivi ne soit pas associé à un réseau bancaire, quelques-uns de vos concurrents le sont, est-ce que ce n'est pas quand même un handicap ? Évidemment que c'est un handicap. Ça serait de vous mentir que de vous dire que ce n'est pas un handicap. J'en profite je profite de l'opportunité que vous me donnez, de la chance d'avoir les auditeurs en face de nous et qui nous écoutent pour lancer un appel aux banques publiques. Pourquoi les banques publiques? Parce que c'est les plus gros porteurs de primes. Pour dire, écoutez, il s'agit maintenant, dans la situation économique dans laquelle on se trouve, qui est quand même relativement préoccupante, de faire travailler l'ensemble des compagnies d'assurance, bien évidemment, mais aussi les compagnies d'assurance qui investissent en Algérie et qui réinvestissent leurs bénéfices en Algérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit pourquoi ne pas travailler avec nous? Nous ne sommes pas plus, nous n'avons pas autant de faiblesse que d'autres compagnies. Nous sommes à la limite, et je peux vous le dire, je peux vous le certifier, nous avons des qualités qui font que au niveau de la réactivité, au niveau du paiement des sinistres, au niveau du traitement des dossiers, qui est quand même extrêmement intéressante, je ne vois pas pourquoi ils ne travailleraient pas avec nous. Nous avons des taux qui sont parmi les plus bas du marché. Je ne vois pas pourquoi on ne travaillerait pas ensemble. Ça, c'est un appel, oui. Mais j'imagine que derrière, vous avez fait quand même des démarches pour essayer de développer des partenariats. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec Natixis, à qui je rends hommage, qui nous fait confiance et avec qui on travaille de manière très constructive et très forte. Mais qui n'est pas la banque privée étrangère qui a le plus grand réseau en Algérie. Absolument, mais nous sommes très heureux de travailler avec eux. Maintenant, nous sommes allés vers la CNEP, parce que la CNEP est actuellement avec la société Cardiff, avec Tela, qui est la filiale de la CAT, et je crois Karama, qui est la filiale de la CAR. Et aujourd'hui, je me dis, pourquoi il y a deux sociétés publiques, une société privée? Cet équilibre n'est pas... Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, avant 1962, il y avait 200 compagnies françaises installées en Algérie pour à peu près entre 5 et 10 millions d'Algériens. Aujourd'hui, nous sommes 23 compagnies, ou 27 compagnies, 23 compagnies, qui sommes au service de 40 millions d'Algériens. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. La CNEP est la banque qui est le plus gros porteur de compte en Algérie. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler sur un segment et de nous faire confiance. Concrètement, comment ça se passe? Je vais prendre un crédit chez la CNEP. Est-ce que la CNEP va m'aiguillonner, va me pousser plutôt vers tel assureur que tel autre? Ou est-ce qu'en définitive, je vais avoir le choix entre les compagnies d'assurance vie qui sont partenaires de la CNEP? À la base, ce que nous savons, c'est que les clients ont le choix. Ce qu'on a, parce qu'on fait du benchmarking, hein, vous savez, on fait ça quasiment tous les trimestres. Ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont une convention avec Cardiff. Et c'est tout à fait normal et c'est les règles du jeu. Donc Cardiff a mis à disposition un travail de qualité, un logiciel, etc., qui leur permet de faire des simulations directement auprès de la clientèle. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un service qui leur est rendu par Cardiff. C'est un service qu'ils prennent en charge. En règle générale, le client la cotation est donnée en même temps que la cotation du crédit en elle-même. Monsieur Soufi, donc cette stratégie en solo, c'est pas un choix de Massirivi, c'est par défaut. C'est par défaut. Bon, est-ce que vous êtes la seule compagnie privée dans cette situation? Dans le domaine des assurances de personnes? Dans le domaine des assurances de personnes. Nous sommes la seule compagnie d'assurance privée. Vous êtes la seule. Est-ce que c'est pour vous un élément de... capitaux algériens, on se comprend bien. Est-ce que c'est un élément de concurrence déloyale pour vous? Dire ça, non. Non. Dire ça, non. Sauf que nous avons une instruction du ministère des Finances, et je dirais même plus du gouvernement, qui dit qu'il faut absolument donner la préférence nationale aux sociétés algériennes. Très bien. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, comment est-ce que vous compensez ce handicap? Le handicap, il va jouer essentiellement sur les réseaux de distribution. Évidemment. Comment évidemment, et le marketing. Vous le compensez en renforçant les liens avec la maison mère, avec la SIAR? Non, on renforce, parce que vous savez, la SIAR et Massirivi sont deux entités, effectivement, qui sont de la même famille, mais qui sont complètement indépendantes. C'est le vœu du ministère des Finances et ils ont raison. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on resserre les liens avec notre réseau.
et on leur donne la possibilité d'avoir un système d'information qui soit performant, d'avoir une réactivité lorsqu'ils demandent des cotations et d'avoir surtout une réactivité, une rapidité dans le règlement des sinistres, dans le traitement des dossiers et le règlement des sinistres. Est-ce que, Monsieur Soufi, vous diriez qu'aujourd'hui, vous allez boucler votre 4e bilan, Oui. Que le pari que vous avez pris il y a 4 ans est en train d'être gagné? Alors, un mot sur ce pari. Vos partenaires, vos amis de l'assurance avaient jugé à l'époque que mettre 1 milliard de dinars de fonds propres de capital social au départ pour développer l'assurance vie, c'était une surcapitalisation pour une activité qui n'était pas encore présente et que donc ils ont fait le choix, Allianz, la 2A et les autres, la Trust, etc., de ne pas créer de filiale vie. Vous avez fait le chemin inverse. C'était le leader privé algérien de l'assurance privée, de l'assurance avec SIAR. Vous avez fait le choix inverse. Bon, beaucoup avaient dit que vous preniez un gros risque, d'autant qu'au même moment, on va en dire un mot, des concurrents étaient en train d'arriver. Est-ce que vous dites aujourd'hui que vous êtes en train de gagner ce gros pari? Dire qu'on est en train de gagner ce gros pari, ça serait ambitieux de ma part. C'est ce que je voudrais. Mais dire qu'on est en train de travailler d'arrache-pied pour y arriver, oui, et les résultats que nous escomptions sont là. On dit un mot en chiffre absolu, on a parlé de la croissance 27%, ça va donner quoi en termes de chiffre absolu sur le chiffre d'affaires? Je vais vous faire juste un tout petit historique. Au départ, le 11 août 2011, quand Massirvi a reçu son agrément, nous avions identifié et analysé le portefeuille de la SIAR en assurance de personnes. Il était évalué à peu près à 256 millions de dinars. Aujourd'hui, on est à 1 milliard 110 millions de dinars. Donc quasiment fin 2014. Donc on est absolument, en valeur absolue, on est à 5 fois plus en termes de chiffre d'affaires, avec un résultat qui est bon, hein, qui est même au-delà de nos espérances. On parle de résultat net, il est positif pour la première fois, il a été positif. Il a été positif depuis le début. On a atteint l'équilibre la première année. La deuxième année, on a eu des taux de croissance qui étaient quand même relativement intéressants. C'est un beau challenge qu'on s'est donné et c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on peut gagner de l'argent dès les premières années dans l'assurance vie? On peut gagner de l'argent dans l'assurance vie. On peut se positionner en tant que société citoyenne, dynamique, réactive et bénéficiaire aujourd'hui. Ouais. Vous avez quelle marge bénéficiaire? À peu près, on est entre 12 et 15%. Alors, à ce moment-là, nous, ça nous amène, on a reçu Hassan, le PDG de AXA Algérie, qui lui n'est pas encore sorti de la phase des déficits du lancement. Vous dites quoi quand il y a un acteur de cette taille-là qui arrive sur le marché? Déjà, comment vous avez perçu son arrivée? Est-ce que ça risquait pas de empêcher votre essor? Vous savez, quand vous voyez une enseigne comme AXA, que l'on respecte, qui s'installe dans un pays, c'est généralement pas pour être en déficit, ou c'est généralement pas pour faire de la figuration. C'est des gens qui sont très actifs, c'est des gens qui sont connus et reconnus de par le monde, je veux dire, c'est la vérité de la palisse. Ce sont des gens qui ont des procédures, qui ont des logiciels, qui ont des systèmes d'information, qui ont une organisation, qui ont un plan marketing. Ce sont des gens qui sont très très bien organisés, en résumé. En plus, ils ont comme associé la BEA et le Fonds national de l'investissement. Donc quand vous avez 3 mastodontes qui arrivent en même temps, qui s'associent sur un marché, vous vous dites, bon, la bataille va être rude. Quand on voit les résultats, moi je pense que c'est peut-être un process normal, puisqu'une société en théorie n'est pas bénéficiaire jusqu'à la 5e année, je crois, je pense. Maintenant, ça dépend. Moi, je connais des actionnaires qui n'attendent pas 5 ans. Hein. Ça, c'est les actionnaires. Faut leur demander à eux. Mais dire que AXA avec toutes ses forces, BEA et FNI, très très honnêtement, j'aurais voulu avoir une convention avec la BEA. J'en aurais été ravi et honoré, très sincèrement. Le Fonds national de l'investissement aussi. Absolument, monsieur Soufi. Ça doit vous choquer, ça, quand même. Vous êtes à la recherche de partenaires. Vous êtes une entreprise nationale à la recherche de partenaires, disons. Vous ne trouvez pas de partenaire public, en tout cas, vous n'en trouvez aucun. Vous êtes arrivé difficilement à trouver un partenaire étranger, disons. Et on fait venir en Algérie, on autorise l'installation en Algérie d'un leader mondial, du numéro 1 mondial, et on lui donne comme partenaire la première banque du pays, la première banque publique du pays, et le Fonds national d'investissement.
qui est le bras financier du Trésor public. Ça vous énerve pas, ça? Non, ça m'énerve pas, non. Ça m'énerve pas parce que le FNI, de toutes les façons, à la base, a toujours accueilli l'ensemble des opérateurs économiques, c'est-à-dire qu'il les a invités à partager avec elles ses préoccupations. La BEA, effectivement, j'aurais rêvé d'avoir une convention avec la BEA. Ça peut un jour se faire. Ça peut un jour se faire. Mais attention, il faut comprendre une chose. D'abord, l'arrivée d'AXA est une très bonne nouvelle pour l'Algérie. Ça veut dire que la place financière algérienne est une place financière stable, qui est relativement importante, qui regorge de promesses de croissance, je veux dire. Moi, ça ne me choque pas. Au contraire, voir AXA arriver, d'abord, ça crée l'émulation parce que c'est la concurrence et ça nous oblige à standardiser nos normes, ça nous oblige à élever notre qualité de service. Non, AXA est bien évidemment est la bienvenue et nous allons apprendre d'elle. Mais nous allons apprendre d'elle et elle va voir aussi comment les Algériens peuvent interagir sur leur marché. Alors, vous avez parlé d'avoir un portefeuille homogène et d'avoir un chiffre d'affaires homogène. Alors, qu'est-ce qui, dans les 12 produits que vous avez et que vous n'avez pas encore vraiment développé, qu'est-ce qui peut prendre le relais de la croissance après l'assurance voyage et l'assurance groupe? Il y en a deux. C'est tout ce qui est, en fait, le lead qui devrait être pris dans ce domaine-là, c'est les produits de capitalisation. Le problème, c'est que nous avons un marché financier qui est embryonnaire, qui promet de croître rapidement, on l'espère, on s'y attend et on est prêt à s'y engager. La deuxième, c'est qu'il faut répondre à des attentes concrète du citoyen algérien et du client algérien. Concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des problématiques. Nous avons identifié une problématique, c'est la santé. Donc la santé locale et internationale. Donc nous avons développé un produit en santé internationale qui permettait de pouvoir payer en dinars une adhésion à une police d'assurance qui permettait d'être remboursé ou prise en charge pour les soins à l'étranger et en Algérie. Voilà le type de produit. Le régulateur ne vous l'a pas autorisé. Oui. Pourquoi? C'est une note du ministère des Finances qu'on respecte. Il a jugé bon qu'il fallait d'abord développer la santé locale, c'est-à-dire l'assurance santé locale, pour ensuite aller vers l'international. Nous respectons la note de la Direction générale du Trésor, nous respectons les directives de notre ministère. Nous sommes une société algérienne sur un marché algérien dont la législation est éditée par le ministère des Finances. Nous n'avons rien à redire sur ça. J'imagine, M. Souvi, que vous avez d'autres arguments quand même pour vendre ce service et ce produit. Le gouvernement algérien est devenu très sensible sur tout ce qui touche au déséquilibre de la balance des paiements. C'était le cas déjà avant la chute du prix du pétrole. Ça l'est devenu encore plus depuis que le prix a considérablement baissé. Qu'est-ce que vous dites pour dire que ce n'est pas une machine à évacuer des dinars d'Algérie? Écoutez, c'est très simple. Il faut arrêter d'analyser ce qu'on va transférer, parce que dire à stopper les transferts, tout secteur confondu, dire qu'on va les stopper, c'est pas possible, c'est juste une chimère. C'est pas possible. On va les réduire. Effectivement, il faut rationaliser. Le message du gouvernement est extrêmement important et intéressant. Nous devons de nous plier aux nouvelles règles qui nous sont soumises. Donc, maintenant, il faut arrêter d'analyser ce qu'on va transférer. Il faut aussi analyser ce que l'on va pouvoir récupérer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, oui. Non, je veux dire, quand vous dites regardons ce qu'on va pouvoir récupérer, vous allez nous dire peut-être vous faites de la substitution à l'importation, entre guillemets, vous changez un service d'ici contre un service qui est payé là-bas. Non, nous sommes un dispositif d'appui. Je vois de quoi vous parlez. Vous parlez de la CNAS, les prises en charge de la CNAS. Nous avons fait une conférence le 10 septembre dans laquelle nous avons parlé d'abord du marché mondial de la santé qui fait 9 590 milliards de dollars. Et nous avons développé un point de vue qui me semble intéressant, c'est de dire la santé internationale, en son sein, regroupe la santé locale. Je veux dire, on va ramener des opérateurs qui vont travailler avec des opérateurs étrangers, qui vont travailler avec des opérateurs algériens. Je vous donne un exemple. Dans le dispositif que nous avions mis en place,
il y a un assisteur. Cet assisteur, c'est Ener. Ener, qui est le leader européen dans le domaine de l'assistance aux personnes, l'assistance médicale. Ce monsieur, lorsqu'on était en train de travailler, enfin ce monsieur, cette entreprise, lorsque nous nous sommes associés en partenariat pour ce projet-là, a commencé à se conventionner avec l'ensemble des cliniques et l'ensemble des laboratoires d'analyse médicale et toutes les institutions qui travaillent en Algérie dans le domaine de la santé. Et quand quelqu'un, donc le produit disait que quand quelqu'un avait une hospitalisation ou devait être pris en charge dans le cadre de notre produit, le paiement a été effectué par cet assisteur de l'étranger en Algérie. C'était un apport en devise. Ça, c'est voilà un des arguments. Le deuxième argument, c'est que vous avez une communauté algérienne qui est installée à l'étranger, qui rêve de payer pour le compte de sa famille résidente en Algérie via les paiements par carte, Visa, etc. Donc c'est des paiements en devises que nous n'allons pas recevoir. C'est pas la compagnie d'assurance qui va recevoir les devises, elle va les recevoir en dinars. La Banque d'Algérie va les recevoir en devises et va nous les traduire en monnaie locale. Ça, c'est le deuxième argument. Le troisième argument, c'est de dire que maintenant, ça suffit. Le Maroc, la Tunisie ont ce produit-là. Je ne vois pas pourquoi l'Algérie ne l'aurait pas. Voilà. Très bien. Mais bon, aujourd'hui, l'argument qui est développé par les pouvoirs publics, c'est développer d'abord la santé locale et ensuite on parlera de la santé internationale. Qu'est-ce que vous avez comme produit de santé locale? Est-ce que vous avez développé un produit de santé locale? Nous avons des produits d'assistance en santé locale, c'est-à-dire qu'on intervient dans le domaine du tiers payant, dans le domaine du paiement parce qu'on est conventionné avec des cliniques et des infrastructures hospitalières privées pour lesquelles mais ça reste en B2B, c'est pas au particulier, ça rentre dans le cadre de l'assurance groupe. Donc on touche une portion infime de ce qu'on pourrait toucher. Et quand je vous dis ça me fait mal, parce que lorsque nous, on reçoit des primes, lorsque nous, on arrive à décrocher des parts de marché, il faut savoir que c'est quand même important, parce que vous élargissez l'assiette fiscale de l'État. Donc plus on engrange du chiffre d'affaires, plus on paye d'impôts. Et effectivement, nous vendons des produits défiscalisés, mais nous payons des impôts. Nous payons des impôts. Je veux dire, à la base, nous sommes quelque part des capteurs de primes. Qui dit capteur de primes, ça peut être aussi, on est aussi des capteurs d'épargne. Qui dit captation d'épargne dit diminution de la masse monétaire mise en circulation, donc diminution de l'inflation. Vous êtes en train de nous dire l'assurance santé aujourd'hui individuelle, c'est pas un produit porteur. Ça, en Algérie, c'est un produit porteur. Ouais. C'est un produit porteur. Les gens, vous savez, les dépenses de soins vont peser très lourdement sur le palier de la ménagère. À un moment donné, il va falloir atomiser le risque. Atomiser le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un va venir payer une prime pour une limite de garantie donnée et il ne paiera plus rien après. À terme, on doit arriver à ça. Alors, si j'ai bien compris, et on essaie de faire comprendre aux auditeurs, le frein au développement des produits de capitalisation, c'est pas tant la difficulté à capter de l'épargne, parce que vous pouvez toujours insister, faire du marketing aigu sur ces produits-là, mais c'est la difficulté à placer ensuite sur un marché qui valorise ces entités. Alors ce marché-là, dont les taux d'intérêt sont supérieurs à ceux de l'inflation. Voilà. Or aujourd'hui, on n'a pas ce type d'intérêt. Monsieur Soufi, essayons d'être concret. Combien ça coûte aujourd'hui? Ça coûte cher un produit de santé individuelle, une assurance santé individuelle, ça coûte cher? Je peux pas vous le dire vu qu'on ne le commercialise pas, sauf dans le domaine de l'assurance groupe. Évidemment que ça coûte pas cher. Ça commence à 200 dinars par individu. 200 dinars à 200 dinars. 200 dinars par an. Une prime de 200 dinars par an. 200 dinars. C'est pas plus que ça. À partir de 200 dinars par mois. Par mois, ah d'accord. Par mois. Donc ça fait 2500 dinars par an à peu près. C'est pas grand-chose. C'est pas très cher. Le complément de la retraite, est-ce que c'est un produit qu'on peut envisager dans l'avenir? On peut envisager dans l'avenir, évidemment. Tous les produits de capitalisation, on peut les envisager dans l'avenir, évidemment. Vous savez, Nebni, le think tank citoyen qui travaille beaucoup sur la prospective, signale un autre iceberg en dehors de celui de la balance des paiements et du budget avec la baisse du prix du pétrole et la baisse des volumes d'exportation, avant même la baisse du prix du pétrole, c'est celui de l'informel qui n'est pas assuré.
Il y a un grand gisement de personnes qui va arriver dans les 10-15 prochaines années à l'âge de la retraite et qui n'a pas cotisé parce qu'il était dans un système informel. Et qui va devoir peut-être, à la fin de sa période d'activité, vouloir rattraper peut-être par des formules d'assurance privée, etc. Donc c'est peut-être un produit qui peut débouler dans le paysage. Il ne pourra débouler dans le paysage que si nous arrivons à mettre en place un dispositif d'appui à la CNAS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CNAS intervient à hauteur de, je parle des frais de santé, intervient à hauteur de 80%, et je vais arriver à la réflexion. Ils interviennent à hauteur de 80%. Nous, on intervient à hauteur des 20% du complément de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous disons, nous voulons, nous souhaitons, nous appelons de nos voeux toutes les compagnies d'assurance à intervenir plus en avant et en back-office vis-à-vis de la CNAS, c'est-à-dire dans un dispositif d'appui évolutif. On veut arriver, aujourd'hui on est à 20%, on veut atteindre 25, 30, 35 et pourquoi pas un jour 50%. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la CNAS, il pèse, c'est-à-dire les fonds qu'ils sont en train de gérer, les fonds qu'ils sont en train de payer, pèsent lourdement sur les épaules de la CNAS. Et vu la situation qui prévaut actuellement, ça ne peut pas durer. Nous sommes des compagnies d'assurance qui voulons être un acteur majeur dans ce domaine-là. Donc, ce que nous devons faire, nous ne devons pas venir et dire « nous savons tout faire ». Non, monsieur, non. Aujourd'hui, nous avons besoin de la CNAS et nous avons besoin de travailler de concert avec elle. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, nous devons rentrer dans la sphère publique et intervenir en dispositif d'appui. Et c'est là où vous allez avoir de grosses compagnies d'assurance qui vont permettre d'alléger la charge financière sur le trésor public. Monsieur Soufi, vous avez été, en termes de nouveaux produits, vous avez été les inventeurs de l'assurance pèlerinage. Ça marche bien, ça ? C'est en cours en ce moment, oui. Actuellement, oui. Ouais. Ça marche bien. Ça marche très bien, sauf qu'on a des garanties qu'on a indexées dans le contrat, comme par exemple la garantie décès, rapatriement. Mais le rapatriement, vous n'allez pas rapatrier quelqu'un qui veut mourir à la Mecque. Moi-même, personnellement, c'est quelque chose qui, si ça m'arrive, j'aimerais bien que ça m'arrive à la Mecque. Mais bon, c'est une des garanties. Mais ça marche bien aujourd'hui, ouais, ça marche bien. Vous avez été beaucoup imité, ça vous énerve ou bien c'est normal ? Non, être imité, c'est une consécration, au contraire. Au contraire. On va finir avec l'assurance vie, Monsieur Soufi, pour parler un petit peu de l'environnement de l'assurance. Vous êtes membre de l'UAR, même si vous y représentez votre métier. Vous direz quoi de ce secteur ? Il y a eu d'autres responsables de l'UAR, Monsieur Hassan Khlifati, qui est vice-président, qui a tiré sur notre plateau la signal d'alarme sur le business model de ce secteur, parce que le secteur, la locomotive de l'assurance, le secteur dommages, est en déséquilibre et aujourd'hui les primes ne sont pas suffisamment rémunératrices. Qu'est-ce que vous dites, vous, de l'activité globalement ? Est-ce qu'elle est sur un bon sillon ? Aujourd'hui, moi, personnellement, j'avais suivi l'intervention de mon ami Hassan Khlifati. Je me range de son avis. Je me range de son avis parce que il faut ventiler les garanties qui sont commercialisées par les assurances dommages. La garantie traditionnellement déficitaire de par le monde, c'est l'automobile. Or, l'automobile compose à peu près 50, voire 55, voire 60% dans certains cas du portefeuille d'une compagnie d'assurance dommages. Et quand vous tirez trop sur les réductions et que vous n'avez pas assez de primes pour pouvoir payer en temps et en heure et au volume initial les sinistres des clients, il y a un défaut dans la cuirasse. À un moment donné, il faut revenir à des normes. C'est indubitable. Il a raison. Mais il y a lieu de travailler au-delà de l'automobile. C'est ce que l'UAR est en train de faire. Et Monsieur Khlifati, qui est le premier vice-président chargé des assurances dommages, et Monsieur Kessali, qui est notre président, sont en train de œuvrer pour lancer le fichier des conducteurs qui nous permettra d'éviter les fraudes, de mettre en place le bonus-malus et de pouvoir limiter la casse. Monsieur Soufi, au sein de l'UR, vous êtes, disons, le responsable des assurances de personnes. Vice-président, responsable des assurances de personnes. Bon. Ouais. Est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, que le secteur des assurances de personnes a
digéré la restructuration de 2011? Est-ce que vous êtes revenu à un niveau de chiffre d'affaires, disons, en proportion du chiffre d'affaires du secteur qui est comparable à ce qu'il était avant 2011? Si vous prenez les assurances de personnes, si vous prenez le portefeuille des assurances de personnes qui prévalait à l'époque, qui était intégré dans le portefeuille des assurances dommages, effectivement, je vous l'ai dit, effectivement, on est revenu à des normes. On a eu 2 années, et c'est tout à fait normal, puisqu'il fallait monter l'infrastructure, l'organisation, etc. Et à ce moment-là, effectivement, nous avons dépassé ce que faisaient les compagnies d'assurance dommages. C'est pour ça que je vous dis qu'à terme, les compagnies d'assurance de personnes viendront au secours des compagnies d'assurance dommages. Excusez-moi, je vous fais juste une remarque. Est-ce que vous savez que les fonds de pension américains qui financent les États-Unis d'Amérique, les fonds de pension américains tirent leurs ressources des compagnies d'assurance de personnes, pour qu'on soit bien clair. Vous êtes à combien? Vous êtes à 10-12% du chiffre d'affaires du secteur? À peu près, oui. À peu près. On est à 9%, exactement. À 9% en 2014. En 2014, oui. Est-ce que le potentiel, pour vous, des assurances de personnes, il est important? On peut monter jusqu'à quelle proportion, à votre avis? Vous donnez un chiffre comme ça, sans réelle base d'études, je ne me le permettrai pas. Ça serait pas respectueux vis-à-vis de vous et des auditeurs. Vous avez de taux de croissance 27%. Je veux dire, les assurances dommages, elles sont en dessous de 10%. Elles sont 6 ou 7%. C'est proportionnel. Vous avez des compagnies d'assurance qui font 10 milliards de dinars de chiffre d'affaires. Quand elles font 5% de croissance, c'est magnifique. Nous, on est sur des valeurs proportionnelles. On est en train d'augmenter parce qu'on est en train de prendre des parts de marché. Mais à un moment ou à un autre, on atteindra le même niveau, effectivement. Ouais. Vous pensez que vous pouvez atteindre 20%, 27% du chiffre d'affaires? Oui. Si on répond, attention, parce que on peut faire beaucoup de théories. Mais il faut aller. Mais les Marocains et les Tunisiens, ils ont un marché financier. Ils font de la capitalisation, et ils font de l'assurance santé internationale. N'oubliez pas que, par exemple, les banques, parce qu'il ne faut pas oublier que les banques et les assurances, c'est les mêmes familles. C'est vraiment la même famille. Et c'est des vecteurs. Les banques sont des vecteurs de croissance importants pour les compagnies d'assurance. Aujourd'hui, savez-vous que Attijari Wafa Bank au Maroc ouvre 2 agences bancaires en Afrique par mois? Donc attention, aujourd'hui c'est pas une question de compagnie, aujourd'hui c'est pas une question de marché, aujourd'hui c'est une question de cadrage législatif et réglementaire. À partir du moment, et c'est ce qu'on est en train de faire avec le ministère, parce qu'on a des échanges très enrichis, très riches entre nos maisons à nous, c'est-à-dire nos établissements et le ministère des Finances, et on va bientôt avoir un dispositif qui va nous permettre de croître sur le marché local, et puis pourquoi pas un jour, on va y être obligé à un moment ou à un autre. Pourquoi pas un jour aller sur des marchés comme le marché africain? Alors là, vous avez interpellé le cadre législatif. Donc, vous attendez quoi de plus de lui pour qu'il permette l'essor de votre activité globalement, pas seulement la vie? Alors, c'est des changements un peu structurels. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, nous avons un gros problème dans l'intégration d'une population jeune au statut d'agent général. L'accès des jeunes diplômés au statut d'agent général. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez... C'est très exigeant Il y a des conditions qui sont quand même drastiques. Nous sommes en train de travailler au sein de l'EAR pour pouvoir pallier à ces difficultés-là. Maintenant, il y a aussi une autre problématique. Il faut savoir que les compagnies d'assurance ne peuvent distribuer leurs produits qu'à travers 3 canaux. On a le canal bancaire, le canal des courtiers et le canal des agences. Or, excusez-moi, mais comment voulez-vous toucher toutes les couches de la société si vous n'avez que ces 3 canaux de distribution? Effectivement, il ne faut pas que ça devienne un cirque, mais nous devons déployer au maximum toutes les possibilités et toutes les voies qui nous permettent de distribuer notre produit en concomitance. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de partenariats qu'on peut faire dans différents secteurs. Citez-nous d'autres canaux. Nous, ici, à Interface Média, on ne pourra pas vendre vos produits. Non. D'autres canaux, c'est les agences de voyage, vous pensez à quoi? On pense aux agences de voyage, on pense aux opérateurs téléphoniques, on pense à pas mal de... Internet, à un moment ou à un autre, ça va être réglé, parce que nous souhaitons nous digitaliser. Qu'est-ce que ça veut dire, nous digitaliser? C'est pas que faire de la pub, c'est pas que faire du marketing sur le web. Non, c'est de permettre des solutions de mobilité à nos commerciaux et permettre des solutions de mobilité à nos clients. Ça veut dire que, concrètement, demain, nous sommes en train d'œuvrer déjà dès maintenant pour que demain,
les clients puissent souscrire au moins à leur assurance voyage directement à travers une interface sur notre site web ou via une application mobile pour pouvoir souscrire à l'assurance voyage. Pourquoi c'est pas encore possible aujourd'hui, 23 septembre 2015? Pourquoi c'est pas encore possible? De signature électronique. C'est toujours le même problème qui bloque Absolument. tout l'environnement. Bon, c'est normal, il faut que ça soit sécurisé. Le ministère vous le dit, nous sommes absolument favorables à cette idée. Ils sont en train de pousser, mais ils vous le disent. Je voulais vous l'entendre dire, je voulais vous entendre situer la responsabilité. Elle n'est pas des acteurs du secteur. Non. Ces revendications qui portent sur l'assouplissement de la réglementation, etc., est-ce qu'elles sont portées par l'UAR et par l'ensemble des compagnies, ou est-ce que c'est uniquement les compagnies privées qui les portent? Ce que je vous dis est la parole de l'UAR. Donc l'ensemble, y compris les compagnies publiques sont... Bien sûr, évidemment. Les compagnies publiques et les compagnies privées sont dans le même souci de croissance. Ce sont des entreprises qui ont surtout les entreprises publiques. D'ailleurs, nous avons tout appris des experts. Ce sont de véritables experts. Nous avons tout appris des compagnies publiques. Moi-même, quand j'ai fait l'École nationale d'administration, mon stage a été fait à la CAR. Je veux dire que j'ai beaucoup appris des entreprises publiques. Dire qu'ils ne sont pas conscients des enjeux, c'est faux. C'est faux. Monsieur, vous avez quels échos, disons, au niveau de l'administration? Est-ce que, au niveau du ministère des Finances, de la Direction générale des assurances, est-ce que ces revendications sont bien accueillies aujourd'hui ou bien? Oui, nous avons je vous l'ai dit, nous avons des échanges très fructueux entre nous et le ministère. Je ne dis pas que tout va bien. Ce n'est pas de la langue de bois. Nous sommes vraiment, je suis le premier surpris, nous sommes vraiment dans une dynamique de victoire avec le ministère. Nous sommes liés comme les 5 doigts de la main. On leur pose des questions, ils nous répondent. Effectivement, quelquefois il y a des lenteurs, c'est normal, c'est l'administration, c'est normal. Mais il y a des échanges. Nous leur posons des problèmes, et ils nous répondent. Ensuite, vous savez, le cadrage législatif et réglementaire, eux, ils font le texte et ensuite, il faut qu'il soit voté. Alors, le cadrage, quand on parle avec les institutionnels, ils disent c'est les acteurs. Quand on parle avec les acteurs dont vous êtes, ils disent en partie aussi c'est les institutionnels. Est-ce que vous ne pouvez pas, vous-même, en tant qu'acteur, améliorer à l'émergence des possibilités de capitalisation en étant vous-même un actif échangeable sur la place d'Alger? Je pense à SIAR en particulier, Massirvi dans un deuxième temps, aller ouvrir le capital comme l'a fait votre collègue d'Alliance Assurance. Ce n'est pas dans notre stratégie au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas nous obliger à aller vers la bourse d'Alger alors que ce n'est pas notre stratégie, on n'en a pas besoin. Quand vous allez à la bourse d'Alger, il faut comprendre la logique. Il ne faut pas aller à la bourse pour aller à la bourse. C'est pas une question de mode. Il y a une raison sous-jacente, c'est lorsque vous voulez lever des fonds, parce que vous en avez besoin. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Par contre, alors, effectivement... Vous n'avez pas besoin de lever de fonds, vous avez besoin d'un partenaire stratégique qui puisse vous élargir le réseau du style banque. Absolument. C'est la première priorité. Évidemment. C'est un vecteur de croissance. Mais attention, nous ne sommes pas en train de dire non, il nous faut parce qu'on est dans l'asphyxie, etc. Non. Aujourd'hui, on dit, messieurs, qui êtes à la tête des institutions bancaires, nous sommes capables de faire mieux. Nous sommes en Algérie, nous sommes des Algériens, ce pays est à nous, et nous connaissons mieux les règles qui prévalent sur le terrain. Alors, bien connaître les règles qui prévalent sur le terrain, vous êtes, monsieur Abdelhakim Soufi, aussi à la tête de la commission service du Forum des chefs d'entreprise. Donc, à ce titre-là, vous... entre guillemets, le terme est noble, faites du lobbying pour ce secteur d'activité que sont les services. On n'aura pas le temps parce qu'on a beaucoup parlé des assurances et c'est tant mieux parce qu'il y avait beaucoup à dire sur votre métier. Mais un mot quand même sur la vision des pouvoirs publics concernant notamment la fiscalité des services. Il y a eu cette mesure qui a été prise, qui est contestée par le FCE, d'aligner le taux de l'IBS du secteur des services sur le taux des acteurs de l'importation. Est-ce que vous êtes écouté quand vous dites que ce n'est pas une bonne mesure? Je vous réponds. Le Forum des chefs d'entreprise a entrepris de mettre en place ce qu'on appelle les débats du FCE. Le premier intervenant a été M. Raouia, directeur général des impôts, qui est venu, qui nous a fait l'honneur de venir débattre avec nous de certains points. Ça, c'est pour vous dire que les échanges sont très riches entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques.
j'ai moi-même intervenu lors de ce débat, j'en ai discuté, j'en ai parlé à M. Raouia, qui a été absolument à l'écoute et qui a compris. Effectivement, il y avait un message qui était un peu qu'on n'arrivait pas à comprendre. On était au même niveau que les importateurs. Et la production était à 19%. Nous sommes des producteurs de services, au même titre que les producteurs de biens. Je veux dire, à la limite, nous, on considère qu'on devrait être à 19%. Maintenant, effectivement, on avait applaudi aussi lorsque l'IBS était à 27%, qu'il est redescendu à 23%. Nous applaudirons aussi lorsqu'il descendra de 23 à 19. Ça, c'est les recommandations du FCE, c'est le travail que fait la Direction générale des impôts, le ministère des Finances. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, il y a un texte qui est arrivé, c'est la loi de finances complémentaire. On est bien d'accord. On est à 26%. Nous sommes en train de discuter avec les pouvoirs publics et ils nous ont écoutés et ils vont analyser. Parce qu'attention, il ne faut pas croire que les opérateurs économiques sont au courant de tout. Il y a des données macroéconomiques qui sont entre les mains du ministère des Finances. Oui, alors, données macroéconomiques, une question quand même sur la perception par le gouvernement algérien de l'avenir économique de l'Algérie. Il y a eu cette table ronde du CNES au début de semaine. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est quand même dans une vieille perception? On parle beaucoup de la réindustrialisation, on parle beaucoup de croissance matérialisée, et on a le sentiment, il y a des chercheurs et des professeurs éminents à l'international qui sont venus le dire à M. Sellel, peut-être que le potentiel de l'Algérie il est plus dans les services. Et ce n'est pas suffisamment perçu, on ne perçoit pas les services comme un secteur de production post-industriel dans lequel l'Algérie a peut-être à dire son mot. Le secteur privé est statistiquement, c'est les statistiques officielles, est le plus grand pourvoyeur d'emplois en Algérie. Le secteur des services représente 40% de l'économie algérienne. Ne croyez pas que le Premier ministre ne prend pas en compte ce genre de choses. On ne vous entend pas beaucoup, hein, les représentants des services, alors que ça emploie beaucoup de gens. Vous trouvez ? On entend plus les industriels. Je ne sais pas ce qu'en pense Hassan. Mais... Non, moi, la question que je voudrais poser va un petit peu dans le même sens, mais je la formulerai d'une façon un peu différente. On parle beaucoup du FCE aujourd'hui, de façon, disons, péjorative ou favorable, etc. Vous faites partie de cette... vous avez des responsabilités au sein du FCE. Vous faites partie de cette nouvelle génération de chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui représentés et qui sont en train de prendre les commandes du FCE, qui sont appelés en tout cas à prendre les commandes du FCE. Et c'est déjà bien... C'est quoi l'ambiance au sein du FCE? Comment vous ressentez les choses aujourd'hui? Il y a un élargissement de la représentation patronale. Comment est-ce que vous ressentez ça, vous, de l'intérieur aujourd'hui? Le chef d'entreprise, tout d'abord, est une force de proposition. Nous ne sommes ni décideurs, ni comptable des décisions du gouvernement. Seul le gouvernement peut décider. Ça, c'est factuel. Il faut bien que ça soit clair. Monsieur le Président Ali Haddad est quelqu'un qui essaye d'aller de l'avant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous nous retrouvons dans une situation où le secteur privé est écouté, où le secteur privé fait des recommandations. Qu'elles soient prises en compte ou pas, ce n'est pas notre problème à proprement parler. Nous, notre devoir, d'abord de citoyens, est de faire, et ensuite d'opérateurs économiques, et de faire des propositions secteur par secteur. Il y a 28 commissions au sein du FCE. Pour répondre à votre question, on est à peu près à 90% de jeunes au sein du FCE. Pour encore répondre de manière plus précise à votre question, il ne s'agit pas du FCE, cher monsieur. Il s'agit des entreprises privées qui ont été fondées par des gens courageux, nos pères, nos mères, nos familles, et qui maintenant sont arrivés à un moment de leur vie où ils aspirent à se reposer. Et nous sommes au bon moment, au bon endroit, avec la bonne énergie. Pourquoi ? Parce que nos pères, nos familles nous ont formés. Quand ils nous ont formés, nous sommes revenus. Nous sommes revenus pour ceux qui sont partis à l'étranger, qui ont eu cette chance, et nous sommes restés pour ceux qui ont étudié ici. Pour ma part, j'ai fait l'École nationale d'administration ici en Algérie. J'en suis très fier. Je n'avais pas pour vocation de travailler dans le secteur privé, mais je me devais de le faire. Pour des raisons bien évidemment familiales. Maintenant, il faut savoir une chose.
c'est qu'aujourd'hui vous assistez au sein du FCE à une passation de flambeau d'une génération à une autre. Vous avez un monsieur qui est éminemment important au sein du FCE, qui est M. Amaranda, à qui je rends hommage. Je rends hommage à M. Haniani, qui a fait un excellent travail. Je rends hommage à l'ensemble des membres du comité d'orientation stratégique, qui regroupe l'ensemble des acteurs traditionnels qui ont fondé le forum des chefs d'entreprise. Et je ne vois pas qu'est-ce qui est péjoratif sur le FC. Je parle dans la période récente, la proximité supposée entre M. Ali Haddad et, disons, Mais M. Ali Haddad ne s'est jamais caché. M. Ali Haddad a travaillé depuis 1962. M. Ali Haddad a eu des marchés. Citez-moi quelqu'un qui n'aurait pas voulu faire comme a fait M. Haddad. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Aujourd'hui, il emploie 15 000 employés dans son groupe. Aujourd'hui, il fait connaître l'Algérie à travers le monde. Aujourd'hui, on ouvre des bureaux de représentation à travers les plus grandes capitales au monde. Aujourd'hui, on est reçu par des ambassadeurs qui disent oui, il faut qu'on travaille parce que la donne économique mondiale est une donne véritablement économique et que nous sommes des acteurs majeurs en Algérie pour notre pays. Attention, notre pays, c'est quoi? Notre pays, c'est notre pays. Effectivement, certains vous diront c'est une goutte d'eau dans le monde. C'est une goutte d'eau, pour nous c'est un océan. On a un mot la question de Hassan qui a terminé son entretien, je peux lui signaler. La question c'était ce qu'apporte cette passation générationnelle. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Ça apporte une nouvelle énergie, ça apporte de nouvelles idées, ça apporte l'avenir. Brabbi Inch'Allah. Et je tiens à le dire. Monsieur Soufi, on va... C'est l'avenir qu'on est en train de jouer aujourd'hui, pas au sein du FCE, c'est dans la fusion des énergies entre institutions publiques et secteur privé. Monsieur Soufi, vous êtes extrêmement éloquent sur l'évolution du capitalisme algérien et notamment dans l'entreprise et dans l'évolution des générations. On va peut-être vous inviter pour une émission de l'invité du direct uniquement sur cette thématique qui nous passionne. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir été aujourd'hui parmi nous. Merci à vous de m'avoir invité.